Donc on va vous parler, comme chaque année maintenant, parce qu'on l'a déjà fait l'année dernière, alors ça fait jamais que la deuxième année, mais on va vous parler des tendances visuelles et graphiques qu'on a repérées dans l'année. Alors c'est pas forcément, on n'a pas forcément passé en revue la typographie, les photos, le motion design, le web, etc. On n'a pas couvert tous les champs possibles d'application du graphisme pour ces tendances. Cette année, on est plutôt parti de choses qui nous plaisaient, d'artistes dont on trouve que le travail est intéressant. Et on a plutôt choisi de vous parler de ces gens-là, de ce qu'ils font, etc. Et donc, évidemment, au fur et à mesure de ça, on va voir des tendances en typographie, en photo et tout ça. Mais voilà, on n'a pas cherché à être exhaustive sur tous les endroits où s'applique le design graphique, en fait. Voilà. Pour celles et ceux qui veulent partager l'événement sur Twitter, voilà, vous avez le hashtag Mardi Graphique qui est là pour ça. Et puis, je ne sais pas si parmi vous, il y en a peut-être qui n'ont jamais assisté à un Mardi Graphique. En général, les Mardis Graphiques, ça a lieu en live à l'École des Beaux-Arts de Rennes, dans l'amphithéâtre. Et il y a une centaine de personnes qui viennent y assister. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. On en fait à peu près 3 par an. Et donc, on parle de graphisme sur un thème particulier. Alors, c'est souvent de l'identité visuelle. Et on va parler d'identité visuelle, par exemple, des établissements d'enseignement. On va parler d'identité visuelle de territoire, d'identité visuelle de start-up, etc. Et ça dure à peu près 2 heures. Pendant une heure, pendant une demi-heure, on fait une conférence. Et ensuite, on accueille des studios graphiques avec leurs commanditaires, avec leurs clients, qui viennent parler sur scène de leur projet et de la relation qu'il y a entre le graphiste et le commanditaire. Et pourquoi on fait ça? En fait, nous, on constate que souvent nos clients, alors on a des clients qui sont très très au courant des tendances graphiques, de ce qu'on peut demander à une agence et tout ça, mais on a aussi parfois affaire à des clients, des commanditaires qui sont moins à l'aise en graphisme et qui n'ont pas forcément eu dans leur... que ce soit dans leurs études ou que ce soit dans leur travail, d'informations sur pourquoi telle couleur va me paraître plus adéquate pour tel projet, pourquoi telle typographie va m'évoquer tel ou tel sentiment. Voilà, ils n'ont pas forcément eu cet apprentissage. Et du coup, le but des mardis graphiques, c'est de partager la culture visuelle et d'essayer de montrer, d'expliquer des bons exemples, et puis aussi de montrer la relation qu'il y a entre le graphiste et son commanditaire quand on fait des tables rondes, et que donc il y a des graphistes qui s'expriment sur scène. Avec le confinement, évidemment, on a dû faire passer les mardis graphiques en mode webinaire. Et du coup, là, c'est l'occasion de faire un format un peu plus court, puisque là, on fait une conférence d'une demi-heure, et puis ensuite, il y aura des questions, mais ça dure un peu moins longtemps. Une première tendance cette année qu'on a appelée Color Block. Et donc cette tendance, en fait, on la voit beaucoup en ce moment. Alors s'il y a des graphistes parmi vous, ils ont peut-être déjà remarqué ça. C'est cette tendance où on utilise des aplats de couleurs assez vives, comme pour le projet Trampo, là, que vous voyez à l'écran. Donc il y a des grands aplats, des grandes typos. Là, Trampo, en plus, ça joue sur le fait que le M devient une espèce de ligne électrique qui remplit toute la page. Et ces grands aplats de couleurs, finalement, ça participe évidemment de l'identité visuelle du projet. Là, on le voit sur la mise en page intérieure, le code couleur est repris rubrique par rubrique dans les pages intérieures. Et c'est des couleurs relativement vives et imposantes, puis elles sont plein pot, il n'y a pas de dégradé. On retrouve ce style-là sur plein de projets, notamment sur le Festival de Jazz International de Montreux, de Montréal, pardon, rien à voir. De Montréal, où là, vous voyez, c'est aussi des couleurs hyper fluo, très très vives, des illustrations. Alors moi, je croyais que c'était des photos, mais en fait non, ce sont des illustrations hyper réalistes. Et un peu années 80 quand même. Ouais, un peu kitsch. Un peu kitsch, ouais. Mais qui sont aussi sur des couleurs comme le reste. Et puis il y a cet effet dont on avait déjà parlé l'année dernière de multi-affiches, parce que là vous voyez c'est un seul et même panneau, mais du coup on séquence l'affiche en plusieurs morceaux. Ça fait un peu comme un accordéon en fait, ça fait un peu, il y a plusieurs tailles, on le voit là, parce que du 15
15 au 19 septembre 2021, vous voyez, c'est sur un format assez étroit. Donc ça permet de s'adapter super facilement à tous les formats. Puis ça évoque un peu un accordéon comme en musique. Et alors c'est marrant parce que cette tendance color block, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, mais il y a un projet qui est paru dans le dernier étape, là pour ceux qui sont abonnés, qui est exactement sur ce principe-là. C'est le projet Zoba, là c'est un street food, pareil, qui utilise des grands aplats. Donc voilà, on est vraiment dans ce truc-là. Il n'y a pas que sur des affiches, parce qu'on a remarqué aussi cette tendance-là sur des magazines, notamment le très beau magazine ILO, où il y a une attention assez soutenue qui est portée aussi bien au choix iconographique qu'à la mise en page, qu'au typo, etc. Et où là, la couleur sert vraiment à structurer la page. Même chose avec le travail d'ABM Studio pour l'Opéra de Lyon, où là c'est carrément toute la grille de mise en page qui est traitée avec des filets de séparation et des couleurs un peu plus pastel que ce qu'on vient de voir notamment à Montréal, des couleurs un peu plus pastel mais qui sont aussi utilisées en mode color block. Sur la page qui est en bas à droite, vous le voyez, donc c'est vraiment une composition colorée et qui participe évidemment de la reconnaissance de l'Opéra de Lyon. On retrouve le même type de couleur assez douce, utilisée comme ça en color block, cette fois-ci avec des espèces de formes de découpe. Pour ceux d'entre vous, s'il y en a chez vous qui ont des enfants, ça évoque des jeux de construction, un peu d'assemblage. Voilà, mais donc la couleur prend beaucoup de place sur la page. Et puis un dernier exemple, avec ici un travail pour les Cambrai, où là c'est un document qu'on feuillette. Et donc la couleur prend vraiment toute la place sur la page et elle va mettre en valeur les photos. Et puis l'espace sur lequel viennent les informations, l'espace qui est attribué au texte, c'est ce tout petit carré, ce tout petit rectangle qui est en bas à gauche de la couverture, enfin de la page de gauche là que vous avez devant vous, et qui grandit au fur et à mesure qu'on feuillette. Et puis il y a une espèce de surprise parce que quand on passe d'une page à l'autre, les photos changent de place. Et c'est un peu comme si on voyait une animation en fait, c'est un peu comme si on faisait avec un flipbook, voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on est un peu surpris, et la couleur prend vraiment beaucoup de force et beaucoup de place dans cette mise en page. Donc voilà pour cette première tendance, et Juliette de Maintenon va vous parler des gestes plastiques. Donc deuxième tendance qu'on a pu voir cette année, en fait c'est vraiment ce côté très manuel, très primitif qu'on peut voir dans l'illustration mais pas que, vous allez voir. Et en fait on voit qu'on est vraiment à la limite entre parfois l'art et le graphisme, quoi. On s'y perd un petit peu. Donc on va commencer avec un exemple de typographie. On trouvait intéressant de débuter voilà, cette partie par ça, parce que en fait, c'est pour montrer qu'il n'y a pas que en illustration qu'on peut se permettre des expérimentations. Il y a aussi dans des typos, donc ici c'est vraiment une typo de titre d'un grand magazine New York, voilà, donc on peut se permettre en fait un peu cette expérimentation aussi en typographie. Un exemple donc, de Elenia Beretta. Alors ça, cette personne, c'est une illustratrice qui utilise beaucoup de médiums traditionnels. Et là, en fait, elle utilise beaucoup de peinture, notamment pour la couverture de Elle. Et c'est pour montrer aussi que, en fait, même en édition, même dans des grands magazines comme ça, on peut avoir des super beaux visuels hyper sensibles grâce à cette matière peinture qui trompe pas, quoi. Enfin, on voit que c'est de la peinture. Un exemple un peu plus dans le domaine de la culture, avec le travail de Aero Club. Donc là, ce qu'on a beaucoup aimé, nous, à Pollen, c'est vraiment l'expérimentation au feutre des personnages et aussi leur représentation hyper... très jetée, c'est ça, très presque enfantine. Il y a aussi l'effet un peu de répétition, voilà, ça peut être un peu une infinie de déclinaisons, ce principe-là. Et en fait, la grille derrière, qui est beaucoup plus stricte, beaucoup plus droite, elle permet aussi ce contraste intéressant avec le côté plus jeté du feutre. Ouais, et puis ça donne du relief aussi, ça donne un peu du volume. Oui, une perspective. Les personnages sont sur une scène. Ouais, c'est vrai. Carrément.
Alors là, ce qu'on a beaucoup aimé aussi, c'était ce diptyque en fait. Ça évoque aussi les cadavres exquis. Et là, en fait, ce contraste, il est hyper intéressant parce qu'on joue avec de la photo et avec voilà, de la peinture ou autre. Donc là, on imagine que c'est de la peinture. Donc c'est un peu des fragments d'images, voilà, 2 fragments d'images, pas forcément de rapport l'un avec l'autre. Du coup, on se demande ce que ça raconte, on se dit est-ce que... Enfin, voilà, ça évoque un peu la curiosité aussi, donc on se demande ce qu'est justement cette scène, que ce soit Carte Noire, Nos désirs ou Le Bonheur. Un autre exemple, là, c'est plus dans de l'édition, avec encore cette matière peinture qu'on retrouve. Là, ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est que ça se rapproche vraiment des codes du fanzine. On peut voir à droite là, les pages intérieures. En fait, c'est que ce soit dans la typographie, à chaque fois il y a une typo différente de titres qui bouge dans la page, verticale, horizontale, etc. Mais aussi ces espèces de collages qu'on retrouve à l'intérieur et en page de couverture évidemment, donc avec ce mélange de photos et de peinture. Donc on a toujours vraiment ce côté geste plastique, quoi. On peut retrouver aussi en édition. Et pour finir cette partie, alors on voulait évoquer le travail de Forme Vive. Alors déjà parce que c'est un collectif qu'on aime beaucoup à Pollen, mais qui malheureusement est fini. Enfin voilà, ils ont arrêté de vivre, si je peux dire. Et donc c'est un projet qui est assez intéressant parce que on a déjà donc cette idée de matière. Et en fait, ils ont réussi à créer cette matière, notamment par le procédé d'impression. En fait, ils ont imprimé donc en CMGN classique, sauf qu'ils ont rajouté un fluo vert lors de l'impression. Et ça a créé cette espèce de radioactivité dans les images. Et en plus, c'est assez marrant parce que ça parle aussi du domaine agricole. Donc, on a un peu un mélange visuel, mais qui est hyper surprenant et assez osé. Donc, on a beaucoup aimé ce triptyque. Et puis c'est vraiment, il y a le côté collage, il y a le côté collage, mais je n'ai pas parlé. collé, il y a un mélange aussi, comme sur l'exemple d'avant où on avait le mélange photo et peinture, où il y avait de la matière, vraiment de la peinture par-dessus la photo. Ouais, là on se demande si c'est le cas. Mais là c'est full numérique. Enfin, voilà. Mais par contre c'est vrai que l'arrière par exemple de l'aigle, on se demande si c'est de la peinture, si c'est une photo d'un plastique qui a été retouché. Voilà. Ouais, on ne sait pas trop, et c'est un côté très libre, très, pareil, très spontané et tout ça. Ouais. Donc voilà, donc beaucoup de matière, d'expression dans cette tendance. On a aussi remarqué que ce qui se faisait pas mal en ce moment, c'était ce qu'on a appelé de l'accumulation. Donc c'est des images où vraiment on s'en met plein les yeux, on ne sait presque plus où regarder, il y en a vraiment, il y en a partout. Et donc on commence avec un premier exemple d'Arbre Nord Tosca. Et cette photo, cette illustration, alors c'est marrant parce qu'elle reprend des codes dont on avait parlé l'année dernière, donc c'est du dessin vectoriel cerné de noir avec des aplats de couleurs, mais après il se passe plein de choses dans ces images et c'est vraiment une histoire qu'on nous raconte avec une seule image, parce que par exemple sur celle de gauche, le personnage féminin donc, est assis sur son canapé en train de jouer, d'aller sur internet, etc. Donc on le sent avec tous les clics de souris. Et puis après, on peut imaginer qu'elle s'endort, et puis ensuite elle se lève et hop, elle part faire du skate. Et tout ça, c'est raconté en une seule image, et il y en a partout. Pareil à droite, tous les textos, tous les SMS et tout ça, l'intérieur, l'extérieur, on a l'impression qu'on sent ce qui se passe à l'intérieur de son corps aussi. Voilà, donc vraiment il y a une narration très très riche avec ces images et dans des codes, dans le dessin vectoriel, mais qui est enrichi presque. Donc c'est presque comme si on voyait une animation en fait. On a l'impression que l'image, l'illustration, même si elle est fixe, elle nous raconte quelque chose. C'est un peu, autre exemple, c'est un peu la même chose qui se passe ici avec le travail de Nahuel Bardi. Alors un style différent, mais on est toujours dans l'illustration. Là, on n'est plus sur de l'aplat pur et simple, on est beaucoup plus sur des matières, c'est texturé, il y a des dégradés, etc. Mais c'est pareil, il y a ces petites vignettes qui viennent nous dire des choses en plus dans l'image. Même chose ici avec le travail de Christina Dora.
Alors là, c'est une composition un peu différente parce qu'on n'est plus sur des choses assez géométriques, mais il y a plein de choses à regarder. On a l'impression que l'image unique nous raconte des choses, notamment sur l'image de droite, où vous voyez ce mur en briques sur les petites vignettes qui se fissurent et quelque chose qui apparaît derrière. Voilà, c'est comme si on voyait une bande dessinée en fait, ou une animation avec une seule image. Un autre exemple, le travail de Maria Medem qu'on a vu, moi je l'ai découvert avec le magazine Kibelin, où là, alors c'est marrant, c'est les mêmes techniques que les illustrateurs qu'on vient de voir, sauf que là il y a un côté très apaisé, très calme, donc on est moins dans l'accumulation, mais par contre il y a toujours ce même principe narratif de petites vignettes qui sont rajoutées sur une grande image et du coup qui nous racontent quelque chose. Cette observation-là sur ces images-là et cette superposition, on ne la fait pas que sur de l'illustration, puisqu'on voit ça aussi, une accumulation de visuels en édition, notamment dans Gaze Magazine, où vous le voyez là sur la page de gauche, on a l'impression que c'est comme si on était sur un écran et qu'on avait ouvert plein de photos différentes. Il y a une accumulation aussi des photos et qui va sans doute trancher un peu avec la page de droite qui elle est très sobre, très rigide. Donc il y a un foisonnement des images en page de gauche et on remarque ça aussi en typographie avec cet exemple de Brown Brothers où là ce qui va faire l'originalité et la reconnaissance de Apocope, c'est ce foisonnement, cette multiplication de mentions typographiques qui viennent sur la page. Donc voilà, donc énormément de richesse, de foisonnement, de multiplication d'images. Donc voilà, on parlait de typo à l'instant, là on va en retrouver aussi dans la rubrique rétro. Donc là c'est une tendance en fait qu'on avait déjà repérée l'année dernière. On avait même hésité à en parler lors du webinaire précédent. Et là en fait on s'est dit c'est le moment, on a plein de bons exemples. Voilà. Donc là en gros on va un peu vous montrer des images par ordre chronologique dans le temps. Parce que le rétro forcément ça parle de temps. Et on va commencer avec un exemple de typographie. Donc la Coldeva, alors on l'a rangée ici parce qu'on a trouvé, alors déjà qu'elle avait beaucoup de connotations vintage, beaucoup de rondeur, voilà, un peu une typo dansante. Et ce qui est intéressant dans cette typo, c'est aussi l'inversement en fait entre les pleins et les déliés. Donc c'est-à-dire que par exemple le A dans ABC, le A a des verticales plus fines que des horizontales, alors qu'en général c'est plutôt l'inverse. Donc voilà, on joue avec cette typographie et elle a vraiment des connotations assez rétro. Donc là, on a encore de la typographie dans cet exemple de Sofia Capo. Donc c'est un festival qui c'était en 2021, donc c'est assez récent. Et là, pour nous, c'est un peu le projet qui regroupe toutes les tendances rétro qu'on a pu voir, même les tendances autres, parce qu'on parlait de color block tout à l'heure, là, clairement, il y en a. On a toujours cette typo arrondie, hyper rétro, assez chouette. Inspirée de la Cooper Black, en effet. Et aussi ces espèces d'images retravaillées avec un grain vraiment à l'ancienne. Enfin, on pourrait croire que c'est des photos de journal qu'on a réimprimées. Ouais, c'est ça, c'est des photos en noir et blanc qui sont un peu trash, quoi. C'est ça. Donc voilà, tout ce mélange assez kitsch, assez sympa. Alors là, on a un exemple de Brigade Cynophile. Donc en fait, là, l'idée c'était de faire une série d'affiches assez rapidement, sans trop de moyens ni autres. Donc c'était pour pouvoir être imprimé en sérigraphie, notamment. Et là, en fait, la personne a décidé aussi de travailler avec des typos vernaculaires. Donc par exemple, Horse, tout à droite, la typo Horse. En fait, c'est pas une typographie qui existe de A à Z, qui existe dans sa totalité. C'est des typographies qui ont été travaillées exclusivement pour des titres, comme par exemple ici pour Horse Lords d'ailleurs, parce qu'il y a aussi le Lords qui coule là en bas. Et en fait, cette artiste, elle s'inspire aussi beaucoup de photos ou d'enseignes qu'elle voit un peu partout dans les rues et elle les redessine à sa manière. Et après, on a plein de codes très rétro, que ce soit dans les couleurs,
dans les typos à fond, les formes, etc. Alors là, c'était un exemple un peu plus pour montrer l'aérographie, qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup maintenant, cette espèce de flou avec des petites étoiles, quelque chose de très kitsch. Enfin, ça, là, on est vraiment dans des images hyper kitsch, mais on en retrouve vachement aujourd'hui. Pardon, pas vachement, on en retrouve beaucoup aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est le mélange de typos. On a une typo assez droite, assez... bâton, merci. Et une typo un peu plus sérif, un peu plus travaillée. Ouais, et puis on passe tout à l'heure, là, le festival de musique rétro, on était dans les années 60. Oui. Les images qu'on vous a montrées juste avant, on était plutôt dans les années 70. Et là, clairement, c'est les années 80 qui sont évoquées à mort, quoi. Donc tu dis kitsch, mais en fait, c'est juste qu'on passe, on passe d'année en année. De décennie en décennie, c'est ça. Et là, on arrive à un sujet, c'est plus actuel, c'est le magazine Paradiso, qui a une DA vraiment très travaillée, et notamment donc, dans leur bloc marque, qui a une typo, encore une fois, assez ronde, assez rétro, mais aussi dans le choix des photos. Là, en fait, on a vraiment l'impression que c'est des photos argentiques qu'on faisait avant, où il pouvait y avoir une surexposition. Là, par exemple, à droite, c'est hyper saturé, donc c'est voulu, mais à gauche, c'est un peu l'inverse. On a l'impression que c'est une photo passée, comme si elle était restée au soleil hyper longtemps. Enfin, voilà. Et puis c'est ce grain aussi de la photo qui est assez chouette. Donc en gros, on retrouve des accidents qui n'étaient pas forcément volontaires quand on développait les photos dans les années 80. On retrouve des accidents de technique, en fait, par exemple des photos saturées, surexposées, ou avec trop de jaune, ou trop de... Voilà, liées au développement photographique. Mais on va les reproduire avec les outils de maintenant pour donner un supplément de personnalité aux propositions, quoi. Ouais, et puis c'est ces accidents-là, au final, maintenant qu'on recherche, le côté pas exactement parfait, c'est ces imperfections-là qui sont assez chouettes dans ce genre de en fait, sujet. C'est un peu, c'est la tendance qui fait peut-être écho aux images 3D dont on avait parlé l'année dernière, qui elles sont vraiment dans la perfection absolue. On ne sait même plus dire si c'est de la réalité ou si c'est de la 3D. Avec le style rétro, avec cette tendance-là, on s'oppose un peu au côté super lisse et super parfait que permet la technologie d'aujourd'hui, mais évidemment les deux coexistent, les deux mouvements coexistent. Donc voilà pour la tendance, le côté rétro. On va faire deux focus maintenant. On a fait un premier focus pour voir ce qui se passe en photographie. Et donc avec un premier exemple, on reste dans l'évocation des années 80 là pour le coup, avec ces photos floues, avec des couleurs hyper saturées, bizarres, un peu pastel, qui se mélangent et tout ça. Donc là c'est le travail de Paul Rousteau. Donc vous le voyez sur l'image de droite, c'est associé à une typo aussi rétro-moderne. On voit en haut à gauche, il y a une date, là, 1987. Effectivement, ça évoque pas mal ces années-là, pour moi qui les ai vécues. Donc on est un peu, on est un peu dans ce côté rétro-moderne aussi. Autre exemple, avec le travail de Lucille Boiron. Alors là, c'est un peu différent. Là, on est plutôt dans une photo très travaillée, très précise, avec une super définition, mais des couleurs aussi un peu étonnantes. Il y a le sujet aussi qui est photographié, qui est assez étonnant. Sur l'image de gauche, c'est un mélange de pétales de fleurs et d'organes. Sur celle de droite, on n'est pas dans la retouche. On va montrer la cellulite, on va montrer les détails des veines, etc. Et on va même avoir des couleurs un peu étranges, un peu étonnantes. Dorées. Là, il y a un côté doré, il y a un côté pastel en même temps. Donc voilà, ce genre de travail. C'est très plastique, quoi. On en parlait à l'instant, surtout à gauche, je trouve que c'est super plastique comme image. Ouais, puis il y a une recherche d'originalité aussi. Et là, alors sur le travail de Louise Quignon, qui Cocorico est une rennaise,
comme Pollen Studio, donc, qui est une rennaise, et qui va faire un travail où là on sent que les lumières sont vraiment très travaillées, notamment sur l'image de gauche où le personnage a une lumière violette, on voit qu'il y a des reflets violets sur sa peau, et puis voilà, les couleurs sont hyper saturées, hyper fortes, et il y a un cadrage qui contribue beaucoup à la photo aussi. Et sur le visuel de droite, il y a un côté un peu étrange. Alors les personnages, d'un côté, ils sont éclairés en rose, de l'autre côté, ils sont éclairés en bleu. Et puis ces fleurs qui sont comme suspendues en l'air. Il y a un côté fait au flash aussi. Encore une fois, on retrouve un peu le travail qu'on pouvait voir il y a quelques années en photo. Donc voilà, des compositions assez étranges et étonnantes et qui donnent quelque chose de très contemporain. Et du coup, focus sur la typographie. Voilà. Alors là, pour ce focus-là, on a décidé, en tout cas pour les 2 premiers exemples, de se focaliser vraiment sur le fond plus que sur la forme, parce que c'est des typos qui ont une histoire, qui ont vraiment quelque chose à raconter. Notamment pour ce projet donc, qui est VocalType. Alors il y a un site qui est dédié entièrement à ça, si vous voulez aller voir. Pardon. Je pense que Nolwenn va vous mettre le lien. Ouais. Alors en fait, c'est quelqu'un qui a imaginé un projet en fait, pour mettre en avant des typographes américains non blancs. Et en fait, l'idée, c'était aussi de parler des luttes LGBT qu'il pouvait y avoir dans les années 60 à peu près à New York, aux États-Unis. Et là, l'exemple qu'on a pris, c'est la typo Marcha, qui est en fait un peu inspirée, carrément inspirée même, de l'enseigne d'un bar gay à New York dans ces années-là, qui est l'image en haut à droite. Donc on voit l'enseigne en verticale, et en fait l'idée c'est de reprendre, que ce soit donc des enseignes de bars ou de lieux, ou carrément des pancartes de manifs ou autres, c'était voilà, de retravailler les typos à partir de ça. Et là, donc la Marcha, en fait tous les noms des typos dans ce site sont en lien avec des noms de personnes importantes. Donc là par exemple, Marcha qui est la personne en bas à droite, qui est une femme trans qui a aussi beaucoup aidé dans ces luttes-là, alors qui a aidé aussi à la première Pride, je crois. Donc voilà, une typo vraiment avec beaucoup d'histoire. En termes de forme, elle est sympa, elle est un peu moins... voilà, elle n'a pas une caractéristique incroyable, mais la forme est intéressante. Le fond est intéressant aussi. Alors on a un autre exemple, donc là on n'est plus aux États-Unis, on est en France. Avec cette typo de la Chaumont Script. Alors elle est sortie il n'y a pas très longtemps, peut-être que vous l'avez vu passer. Et en fait, c'est un peu la même genèse que pour la typo Marcha, parce que les typographes, en fait, ils sont allés chercher, ils les ont trouvés même, des pancartes, des enseignes qui ont été faites par Chantal Jacquet. Et en fait, l'idée, c'était de reprendre ces pancartes et d'en faire une vraie typo numérique. Parce qu'ils ont beaucoup aimé les formes, ils se sont dit il y a vraiment un truc sympa à faire. Donc derrière ça, il y a la Chaumont Script qui est née. Donc c'est une typo très cursive, très manuelle, qui est très française aussi, hein, mais voilà, le fond comme la forme est intéressant. Donc là, on va un peu plus parler de la forme, pour le coup, parce que c'est des typos qu'on utilise beaucoup actuellement, qui sont très très tendance. Mais derrière ça, il y a quand même une histoire aussi, hein, il y a toujours une histoire derrière des typos. Et là, en fait, c'est les pièges à encre. Et pourquoi pièges à encre? Parce que, en fait, avant, quand on imprimait encore en lettres à plomb, en fait, on faisait souvent ces espèces de réserves dans les lettres. Donc là, si vous voulez voir, par exemple, le Z de Zooli, c'est rentré en fait de blanc à l'intérieur de la lettre. Et en fait, c'était pour anticiper les possibles bavures qu'il pouvait y avoir dans l'encre. Mais c'était vraiment juste pratique, hein. On était vraiment dans une contrainte d'impression. Et maintenant, on l'utilise en gardant... on n'a plus du tout ce problème-là d'impression, hein, mais on a gardé cette sensibilité de cette typo-là. Et surtout, c'est un peu comme une... comment dire? C'est quelque chose de fort, ça lui donne une personnalité, quoi. Et maintenant, on l'utilise beaucoup, même nous à Pollen, dans des titrages ou autres. Et bon, là, c'est un autre exemple, un peu plus, donc moins par rapport à son histoire, et encore, elle a quand même des connotations rétro. On peut repartir dans les tendances juste avant. En fait, on a vraiment ce côté rétro que Violaine et Jérémy, ils ont beaucoup exploité, ils exploitent encore d'ailleurs.
Donc là, c'est pas Violaine et Jérémy, c'est la typo Alfreda de Sans-Tiret. Mais ce qui est intéressant ici, c'est cette différence très très forte entre les pleins et les délis. Donc entre la graisse, par exemple, si on regarde le A, les montantes sont très grasses, mais par contre les horizontales sont très fines. Enfin voilà, on a vraiment cette différence-là. Et ça se voit aussi beaucoup dans les glyphes. Alors là, il y en a quelques-uns, mais en fait, c'est une typo qui est qui a plein de glyphes. Donc elle a des possibilités infinies, quoi, que ce soit en graisse ou en glyphes. Et c'est vrai que cette typo, en fait, on l'a remise là pour évoquer le fait que ce travail sur les typographies, ce côté un peu rétro-moderne des typos qu'on vient de voir à travers tous les exemples qu'a montré Juliette, ça dure toujours aujourd'hui. C'est vrai qu'on en a parlé l'année dernière, on avait montré des exemples de Violaine et Jérémy, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Et effectivement, c'est une recherche de, toujours pareil, on cherche à se distinguer, à faire différemment. Et là, dans le chat, il y a la remarque de Julien qui disait qu'il avait l'impression que par rapport aux photos et même par rapport aux illustrations, mais ça se voit aussi sur les typos, que peut-être que oui, on en a marre du flat design et que tout le monde fait du flat design partout. Donc du coup, comment on fait pour se distinguer ? Et effectivement, il y a sans doute une recherche des graphistes d'aller trouver ailleurs, que ce soit du grain dans les photos un peu trash, que ce soit des effets photos un peu années 80, parce que ma photo elle est saturée en jaune, que ce soit des typos rétro-modernes, etc., que ce soit des illustrations qui certes peuvent rester en aplat simple, mais où on a énormément de détails dans les illus. Donc oui, il y a sans doute cette recherche-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, on trouve des images libres de droit sur plein de banques d'images très facilement. Donc il faut se distinguer plus, et du coup, il y a cette recherche-là, que ce soit au travers des typos, des photos, etc., quoi. Donc c'était une remarque intéressante qui était faite sur le chat. Un petit clin d'œil, parce que quand même cette année 2020, elle n'a pas été facile à vivre, avec les confinements successifs, avec le Covid, etc. Et du coup, on a tous besoin d'un peu de chaleur humaine, et ça se ressent dans le travail de plein de graphistes. Donc que ce soit pour des affiches de lieux, que ce soit pour des événements, que ce soit de la photo ou de l'illustration, on retrouve sur le travail de plein de gens ce côté allez, prenons-nous dans les bras, ce besoin de douceur, ce besoin de contact humain, ce besoin de se donner la main, de se toucher, etc., de se faire des câlins. Donc on ne peut pas vous faire des câlins parce que vous êtes loin et que c'est le Covid, mais voilà, on a ressenti vraiment cette année ce besoin-là de se retrouver, et c'est paru, ça s'est retranscrit dans des visuels graphiques. Et puis tu disais 2020, mais il y a eu 2021, c'était pareil, et encore maintenant en fait, on est toujours dedans. C'est ça, donc voilà, un petit clin d'œil, on vous fait des câlins à distance pour finir cette dernière tendance. Alors qu'est-ce qu'on retient finalement de ce qui va se passer, de ce que nous on sent et de ce qui nous plaît là, et de ce que font les artistes, les graphistes qui nous intéressent en conclusion, donc vous l'avez compris, le fait main et aller dans toujours plus de singularité, recourir à des médiums, je sais pas, du pastel, de la peinture, des choses qui amènent, du collage, des choses qui amènent vraiment. Peut-être qu'aussi cette interruption du Covid a fait qu'on a retrouvé le plaisir de faire des choses par soi-même et de bricoler un peu. Donc ça, on ressent ça vraiment, toujours se singulariser avec des choses, des illustrations arty, le côté vraiment singulière. Et du coup, les directeurs artistiques dans les grandes agences, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont avoir un catalogue d'illustrateurs qui vont aller chercher pour un style bien particulier, pour donner une patte, une coloration, que ce soit à un magazine, que ce soit à une marque. Voilà, donc ce qui au début était peut-être quelque chose d'assez
d'assez marginal. Moi, je pense au magazine Ouzbek Erika, qui pour moi a été un des premiers à faire appel à des illustrateurs comme ça, mais maintenant, il y en a plein. Enfin, il y a aussi un renouveau dans les magazines. Voilà, les magazines illustrés, c'est dingue la possibilité, enfin, tout ce qu'il y a, quoi. Enfin, voilà, c'est ça, c'est devenu une offre, là, en quelques années, et bah, c'est super, parce que du coup, ça fait vivre plein d'illustrateurs, et les illustrateurs, bah, du coup, ils travaillent un style vraiment bien particulier, et c'est pour ce style-là qu'on va les chercher. Donc voilà cette première tendance, toujours le fait main, se singulariser toujours plus. Et puis la deuxième chose, on en a parlé, vous l'avez senti au travers de toute la présentation, le rétro recyclé, voilà, que ce soit des typographies, des couleurs, des manières de prendre des photos, etc. On retrouve vraiment un côté, une réinterprétation. Hein, les graphistes font les éponges, reprennent des codes visuels des années précédentes et les remettent au goût du jour. Sans doute avec la technique qu'on a aujourd'hui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on peut faire des choses parfaitement parfaites comme la 3D, et en contrepartie, y a ce mouvement vers amener un petit grain, un petit accident, qui fait qu'on va apprécier les visuels. Voilà, merci. Merci de nous avoir suivis. Alors, partez pas tout de suite. Vous allez pouvoir nous poser plein de questions. J'ai vu que Nolwenn a posté sur le chat de quoi vous donner plein de sources d'inspiration et plein de choses. Juste avant qu'on commence le chat, on a une petite question à vous poser. On fait des mardis graphiques régulièrement. Alors celui des tendances, on essaye de le faire tous les ans. Mais si vous avez des idées, s'il y a des thématiques sur lesquelles vous avez envie qu'on intervienne, et vraiment ça vous ferait super plaisir de voir un mardi graphique là-dessus, n'hésitez pas, c'est le moment. Sur le chat, vous pouvez nous donner des suggestions de thématiques à couvrir. On sera ravis de... Ouais, on en prendra totalement compte. Voilà. Au contraire. Voilà, et donc maintenant, on va passer à vos questions. Oui, alors c'est vrai que le magazine 21 était précurseur aussi. Et Ouzbek Erika est venu après. C'est tout à fait vrai. Tout à fait. Moi, perso, je suis plus branchée Ouzbek Erika. Ils sont différents, mais les deux sont précurseurs. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser. Alors on avait parlé de Julien qui parlait de l'indigestion du flat design, mais du coup on y a déjà répondu. On en a parlé tout à l'heure. Ouais, donc n'hésitez pas, on peut revenir sur n'importe quel projet. Alors je remonte dans le fil des questions. La rediff du live sera Taxis. Oui, on va mettre le replay en ligne demain ou après-demain, une fois qu'on aura retouché la vidéo, sans souci. Et là, il y avait Flaminon qui nous disait qu'on retrouvait le principe de composition d'une image unique dans laquelle on intègre une narration dans le succès BD de Hubert et Zanzime. J'ai perdu. Podum. Effectivement, oui, on a montré que 2 exemples, mais et dans la tête de Sherlock Holmes de Benoît Dahan et Cyril Liéron, effectivement, c'est un truc qui vient sans doute de la BD, parce que ces processus narratifs-là, ils sont déjà utilisés en BD. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, parce que la BD, c'est un champ immense d'investigation. C'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'il se passe des tonnes de trucs en bande dessinée depuis quelques années là, et sans doute il y a une perméabilité entre les univers, et que la BD inspire les graphistes, l'animation aussi en ligne, le fait de montrer des animations, ça inspire, et du coup les images s'enrichissent de tout ça, quoi. Alors je trouve que depuis plusieurs années, le graphisme commence de plus en plus à être appliqué sur des web design et des sites en général, c'est vraiment intéressant. Ouais, il y a un mélange. C'est vrai qu'on parlait, quand on parlait du Gaze Magazine, avec la superposition des photos, en fait, c'est lié aussi au code, alors là je parle en sens inverse, mais au code du web design, avec ses... Enfin, je sais pas si c'était trop la question, mais le mélange entre le graphisme et le web design est hyper intéressant. Et il y a même aussi beaucoup d'illustrations maintenant en web design. Enfin, c'est même devenu un peu la norme d'avoir des illustrations singulières, comme on disait à l'instant, qui se retrouvent dans des sites internet, et du coup
Ouais, c'est Alors, super fort. ouais, une remarque là de Flamidon qui nous dit dans tous les exemples fournis, il y a peu de place à la lisibilité, à l'usage ou à l'imprimabilité. Alors, c'est vrai que parfois ça peut se faire au détriment de la lisibilité. C'est un parti pris. Enfin, moi, quand on parle de lisibilité, je pense à l'exemple du travail de M&M à Rennes pour le TNBL, le Théâtre National de Bretagne, où clairement la lisibilité passe au second plan par rapport au message. Là, je trouve que dans les exemples qu'on a montrés, ça restait encore relativement lisible. Mais oui, c'est sûr qu'on va aller aux franges entre... En fait, c'est toujours difficile de définir à quel endroit le design graphique s'arrête et à quel moment l'artiste, enfin le côté artistique démarre. Et c'est vrai que dans certains exemples qu'on a montrés, on part du design, on s'écarte du design commercial entre guillemets pour aller plus vers du design artistique. Et effectivement des pratiques qui vont chercher, on vient de le dire, vers la bande dessinée ou vers l'art. Et effectivement, on peut se poser la question à quel moment ça s'arrête d'être du design pour devenir de l'art parce qu'on perd la lisibilité, etc. Clairement, le design graphique, il doit être lu et compris parce que le but, c'est de délivrer un message à un public. Mais il y a aussi ce travail-là, il est quand même intéressant aussi parce que les graphistes qui vont aux franges de l'artistique sont les graphistes qui font bouger aussi les choses et qui amènent de la nouveauté dans la pratique graphique. Donc voilà, c'est un savant équilibre entre les deux, mais je pense que tout ce monde-là se nourrit et qu'on a besoin aussi d'aller tester des choses différentes pour faire, voilà, c'est ça, puis pour faire changer le regard des spectateurs aussi, pour faire évoluer les choses, quoi. Quoi d'autre, hein? Peut-être petite question en termes de créativité, Apolline Studio, à quel point vous prenez en compte les tendances dans vos créas? C'est pas facile de répondre à ça parce que en fait on est tout le temps en veille et tout le temps en train de on regarde des images comme n'importe quel designer je pense, mais enfin voilà, qu'on aille sur on va beaucoup sur des sites d'artistes. Moi sur Instagram je suis beaucoup d'illustrateurs ou autres, et en fait sans le vouloir en fait on voit les tendances. Enfin en fait quand on fait les tendances là, quand on a commencé à travailler la conférence, forcément là on commence à catégoriser, à ranger dans des parties, etc. Mais avant de faire ça, en fait, le travail, il est inconscient, je pense. Enfin, on n'a même pas besoin de le penser, on voit et on teste. Enfin, des fois, c'est aussi des tests. Hein. Enfin, voilà, des fois, ça passe ou ça casse avec certains clients, mais globalement, ouais, les tendances, franchement, on les absorbe en fait. Ouais, on les absorbe. Et puis là, ce qu'on vous présente là, comme ça doit durer assez peu de temps, en fait, on a une demi-heure pour vous présenter des choses. C'est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est un tout petit morceau on a trié, classé, etc. C'est un tout petit morceau de tout ce qu'on voit en permanence. Ouais. Et après, ça s'incarne dans notre travail. On ne sait pas trop comment, quoi. Mais oui, ça nous nourrit, donc ça nous inspire en fait, d'une certaine manière. Un thème, le graphisme. Alors, plein de questions, je ne sais pas par où commencer. Je crois qu'on en a peut-être loupé quelques-unes. On a dû rater des questions. La tendance des NFT récentes a aussi beaucoup influencé la façon de créer. Je pense notamment aux collections créées par certains artistes. Ouais, exactement. Ouais, les NFT, c'est encore autre chose. On n'en a pas encore trop parlé. Mais oui, c'est l'idée d'avoir des œuvres en ligne et de les acheter en ligne, de ne pas les avoir en main propre. Après, est-ce qu'on pense que le recyclage de ces années passées est révélateur du fait qu'on arrive à une stagnation des tendances? Moi, honnêtement, je pense pas. Parce que ce soit en mode vestimentaire, que ce soit en graphisme, que ce soit dans plein d'univers créatifs, il y a toujours un mélange. Il y a toujours, chaque génération va aller regarder ce que les générations d'avant ont fait, va s'en inspirer et va le réinterpréter à sa manière. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui est apporté en fait. C'est pas juste un copier-coller de ce qui se faisait avant, ça vient toujours nourrir une idée ou correspondre à la commande d'un client, etc. Et donc c'est pas... faut pas que ce soit gratuit quoi, pour que ça marche. Mais je pense pas que ce soit qu'on arrive à... c'est toujours comme ça en fait. C'est toujours un espèce de mouvement, de changement, de choses qui reviennent, qui sont réinterprétées. Et voilà, on ne construit pas à partir de rien en fait. On a tous une culture, un héritage, un passé, et c'est ça qu'on réinterprète.
Donc je pense pas que ça signifie qu'on arrive à Non, je pense une pas. fin. Mais tu parlais des vêtements, c'est exactement ça. Enfin voilà, les vêtements rétro qui reviennent, le vintage, c'est pas parce qu'on s'habille vintage qu'on s'habille exactement à l'identique comme dans les années voilà, 60 ou 70 ou autre, quoi. Alors, Betsabe qui nous dit: je trouve aussi que les codifications sont assez clivantes d'un point de vue sociologique. On sait que certaines références pointues ne sont pas lisibles quand on n'a pas de connaissance de l'histoire de l'art ou du design. Dans le cadre de la communication culturelle qui doit inclure le plus grand nombre, je me pose la question de design ultra abstrait par rapport à ultra codé. Beau, ok, mais inclusif. Ben oui, j'ai rien à ajouter. J'ai rien à ajouter, c'est une vraie question. Ouais. C'est vrai qu'il y a des fois, on a l'impression que c'est limite fait exprès si le graphiste a fait quelque chose de totalement incompréhensible. Et c'est sûr que ça... Voilà, des fois, on se sent un peu mis à l'écart. Bah oui, c'est un peu le risque, d'accord, en fait, l'inclusivité. Alors, hello Corentine, bonjour, ça serait super intéressant, un sujet sur comment faire du web design respectueux de l'environnement. Ah oui, alors ça c'est une super question, designers éthiques se sont penchés dessus, c'est vraiment intéressant. Alors que ce soit d'ailleurs sur du web design ou que ce soit sur du print, à Pollen on est un peu plus print que web design, mais c'est vrai que c'est c'est pas une tendance, c'est une question fondamentale à se poser aujourd'hui par rapport à la responsabilité des designers. Et effectivement, ça pourrait être un bon sujet. On en avait parlé dans la dernière conférence justement de l'éco-branding et tout ça. On avait commencé déjà à le noter. Super intéressant. Ouais, donc vous êtes plusieurs à être d'accord sur l'éco-branding pour un futur thème. Je pense qu'il y avait des questions juste avant. Il y avait des questions avant. Alors Julien disait, d'après vous, quelles seront les prochaines tendances après la réinterprétation de ces années 70, 80, 90 ? La réinterprétation des années 2000. Voilà. On va continuer. Non, mais après, c'est vraiment une question de génération, quoi. Je pense que chaque génération réinterprète ce qui a été fait 10 ans, 20 ans, 30 ans avant elle. On a le recul nécessaire en général pour ça. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? C'est difficile de dire dans 20 ans ou dans 10 ans quelles seront les tendances. Là, on vous dit ce qu'on sent, nous, qui va arriver et qui est déjà là, évidemment, puisque si on vous en parle et qu'on vous montre des exemples, c'est que c'est déjà là. Mais prévoir ce qui va se faire. Il y a un truc aussi dont on n'a pas trop parlé, c'est que souvent les tendances apparaissent aussi suite à des évolutions des logiciels ou à des évolutions technologiques. Donc évidemment le fait de pouvoir faire des photos avec son smartphone de qualité, qui s'améliore en permanence. Les filtres qu'on a vus sur Instagram, à un moment tout le monde faisait des filtres. Voilà, les avancées graphiques et visuelles dépendent aussi des innovations technologiques. Donc voilà, donc il y a ça aussi qui joue, quoi. Voilà. On parle encore un peu de sujet. Il y avait un dernier, juste avant, après Julien, il y avait une autre question. C'était encore plus haut que ça. ça. De Clément Baert. Super intéressant, très belle référence. Pour ma part, étant DA dans l'univers corporate, c'est compliqué d'imposer des styles que vous nous avez montrés. Pourrait-on avoir un mardi graphique sur l'éco-conception ? Ok. Donc en étant DA dans le corporate, c'est sûr que... Mais nous aussi, c'est pareil. Oui, on ne peut pas toujours faire des choses aussi délirantes. Voilà, et nous, c'est sûr que des clients qui sont en demande de tendances très pointues et de choses très à l'avant-garde ou très arty, on n'en a pas des masses, et c'est souvent effectivement plutôt dans le domaine culturel que ça se passe. Voilà, mais dans le corporate, si on travaille pour une grande marque, j'en sais rien moi, de téléphonie ou de chaussures ou de vêtements, et encore dans la mode, c'est un peu en avance quand même. Mais c'est sûr que dans le corporate, on ne peut pas forcément intégrer ces tendances, ou en tout cas, ça prend peut-être un peu plus de temps, quoi. Voilà. Alors si, peut-être sur des typos, on peut arriver à faire des choses, peut-être sur les couleurs aussi, mais c'est sûr que ça s'applique plus ou moins facilement selon le domaine. On va prendre... je vais attraper mon truc. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou d'autres idées de
webinaires ou de Je marathons. crois qu'on a fait à peu près. Je pense qu'on a fait le tour. tour. Je vais Ouais, regarder s'il y avait si- le graphisme en mouvement, motion design, teasing, graphisme et images filmiques. Ça c'est pas mal. Ah, j'en ai raté une là. Elle était mince, elle est où? Vous pensez qu'il va y avoir une nouvelle forme d'art et de graphisme avec si t'as répondu si. déjà avec les NFT. Alors, je n'y ai pas vraiment répondu parce que nous, enfin, voilà, c'est pas trop ce qu'on fait ni rien, mais je pense en tout cas que les NFT, ça va ouvrir vraiment plein de choses pour les artistes. Enfin, vraiment, il y a du coup un public complètement différent maintenant qui existe grâce à ça. Donc moi, je suis vraiment pour les NFT en tout cas. Mais de là à ce que Pauline le fasse, bon, on verra. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Hein. Ouais, en tout cas, c'était des questions super intéressantes. Ouais, il y a plein de trucs à dire. Ouais, d'avoir ce qu'on en live plus souvent, même si je suis consciente que c'est un travail conséquent. Ouais, oui. Merci Julien. Ouais. Effectivement, ça demande pas mal de boulot. Après, c'est du plaisir aussi. C'est super. C'est chouette aussi de partager ça et puis de voir que ça vous intéresse. Là, vous êtes toujours une centaine, donc c'est chouette. Et puis de pouvoir interagir et tout ça, c'est super aussi. C'est vrai qu'en plus, ça se prête hyper bien les tendances pour ce genre de webinaire début d'année. Voilà. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi imaginer ce même format sur Twitch pour d'autres sujets. Ouais. Après, c'est quand même sympa de se voir aussi. Enfin, voilà, quand Laurence fait des conférences aux Beaux-Arts, c'est autre chose. C'est convivial. Ce qui est sympa dans le fait de se voir surtout, ce qui change par rapport au mardi graphique là en webinaire, c'est que quand on est en live, on peut inviter d'autres studios graphiques. Oui. Et on a eu le plaisir d'accueillir Brest, on a eu Jocelyn Cotensin, Séverine Laurent, j'en oublie plein qui sont venus, il y a eu Kiblin qui est venu, il y a eu le magazine Milk qui est venu, enfin voilà, donc et ça c'est super intéressant parce que du coup il n'y a pas que notre point de vue, on voit comment travaillent d'autres graphistes. Et des fois, on est hyper étonnés. Enfin, je me souviens, Alain Jarsaillon de Brest, il nous disait qu'ils s'échangeaient. La manière dont ils travaillaient. Ils s'échangeaient leurs affiches avec Loris et Arnaud. Ils s'échangeaient leurs affiches et ils travaillaient sur l'affiche de l'autre. Et après, hop, ils changeaient 2-3 typos, 2-3 trucs. Hop, ils rebalançaient à Arnaud. Enfin, en fait, ils travaillent à plusieurs sur la même affiche. Enfin, voilà. Donc, le fait de le faire en live aussi, c'est sympa parce que le fait d'inviter d'autres studios, c'est vachement intéressant. Et ça, on n'a pas encore trouvé comment le faire à distance. On va y arriver. Voilà. C'est plus complexe, mais pourquoi pas. J'ai vu qu'il y avait une autre question là de Nijulto. N'existe-t-il pas une multiplication des tendances actuellement, en graphisme notamment, avec l'effet de bulle créé par notre utilisation d'un internet ultra personnalisé? Les tendances commencent à devenir de niche, j'ai l'impression. Je pense que oui, enfin, c'est comme tout, on est dans un milieu, on voit un peu parce que, voilà, en effet, les réseaux nous proposent ou autres, c'est un peu le risque. Mais après, je pense que quand on est graphiste, on a quand même un regard sur tout. Donc par exemple, ça peut être des choses hyper moches. Enfin voilà, ça peut être un logo que tu vois sur un camion. N'importe quoi m'interpelle. Donc je pense que c'est pas forcément l'effet de niche parce que il suffit de regarder. Après, en effet, là on a rangé par catégorie. C'est ce que, comme on disait au début, c'est ce qu'on aime, c'est ce qui nous touche. Donc forcément, c'est nous quoi. Enfin c'est notre. Ouais, et puis on va aussi chercher pour les mardis, on va aussi chercher des tendances quand même assez pointues quoi. On va pas vous montrer des trucs. Enfin, on essaye de trouver des choses qui sont un peu en avance. On essaye voilà, donc c'est peut-être des niches pour le moment parce que c'est peut-être pas encore trop vu. Ouais, et puis ça dépend du milieu social, culturel, tout. Enfin, en effet, de toute façon, on peut pas échapper à ça, je pense. Mais bon, c'est notre vision. Après, il y en a plein d'autres, de toute façon. Merci à tout le monde. Voilà, merci. Plein de gens qui nous disent merci. Donc, merci à vous. On va vous laisser parce que c'est l'heure d'aller 30. manger. C'est l'heure du déj. Donc vraiment merci d'être là. N'hésitez pas à parler autour de vous des mardis graphiques. On a sur le site internet une page sur laquelle on poste toutes les vidéos. Donc même vous pouvez voir les mardis graphiques en live qui ont lieu aux Beaux-Arts. Même si vous êtes parrainé, vous pouvez aller les revoir. Il y a des replays de tous les mardis. Bon, alors par contre, il faut être motivé parce que ça dure 1h45. Donc si vous n'arrivez pas à vous endormir la nuit, c'est un bon plan. Mais
Voilà, n'hésitez pas à aller voir la page, à partager ça avec vos copains. Et pas que les graphistes, hein. Nous, on veut vraiment qu'il y ait aussi des chargés de communication, du grand public et tout ça. Donc voilà. Et et le replay, du coup, comme je disais tout à l'heure, on le mettra en ligne sur les réseaux. Pareil, sur la page mardi du site, on le mettra partout. Ouais, du site de Pollen. Donc c'est pollenstudio.fr. Ouais. Et vous verrez, sur le menu, il y a un onglet mardi graphique et vous descendez sur la page et c'est là que vous avez tous les replays sur le site de Pollen Studio. Voilà, et ben on s'arrête là. Merci à tous. Merci, au revoir, bonne journée.